Il y avait quelque chose d'étrange dans le silence qui a suivi ce claquement. La main de Sylvie venait de frapper le bord du pupitre assez fort pour faire couiner le micro, et la photo de ma grand-mère a tremblé dans son cadre argenté, ce cliché où elle riait sous son chapeau de jardinage bleu. Sylvie a pointé le doigt vers moi, un mouchoir froissé dans le poing. Elle a dit, la voix frémissante de tout ce qu'elle avait préparé, que Madeleine m'avait soutenue toute ma vie et que j'avais quand même trouvé le moyen d'arriver là les mains vides. Derrière elle, le notaire s'est décollé du mur avec 2 enveloppes crème à la main. Et pour la première fois de la matinée, mon père a cessé de faire semblant de ne pas entendre. Je m'appelle Camille Renard, j'ai 34 ans. J'étais venue aux obsèques de ma grand-mère pour pleurer en silence. Pas pour regarder ma belle-mère transformer un éloge funèbre en procès public, un procès dont elle ignorait qu'il avait déjà été documenté. Ce qui était le pire, c'est à quel point la scène m'était familière. Pas la salle elle-même, avec sa moquette beige, son odeur de café froid, sa climatisation trop forte pour un mois d'avril. Je pars de la configuration. Sylvie au centre, mon père, Bernard, un demi-pas derrière elle, silencieux de la façon qu'il appelait « préserver la paix ». Ma demi-sœur Lucie au premier rang, cheville croisée, qui tamponnait des yeux secs avec une serviette prise à la table des rafraîchissements. Et moi au deuxième rang. Toujours assez proche pour rendre service, jamais assez proche pour compter. Ma grand-mère, Madeleine Renard, avait été la seule personne dans cette famille à comprendre la différence. C'était elle qui me gardait une place à table pour les fêtes quand Sylvie oubliait de me mettre un couvert. C'était elle qui m'appelait après les dîners de famille auxquels je n'avais pas été invitée pour me dire qu'elle voyait très bien ce qu'ils faisaient et que je ne devais pas les laisser me convaincre que c'était normal. Elle est morte un mardi matin dans son sommeil, avec le gilet jaune pâle que je lui avais offert 3 Noëls plus tôt. Le vendredi, Sylvie avait déjà pris les commandes. Elle avait choisi les fleurs alors que grand-mère détestait les lys. Elle a choisi la musique, quelque chose de sirupeux et théâtral que grand-mère aurait appelé « tristesse d'ascenseur ». Elle a rédigé l'avis de décès en effaçant ma mère complètement, alors que ma mère avait été mariée à mon père pendant 16 ans avant de mourir. Quand j'ai posé la question, Sylvie m'a souri comme si j'avais traîné de la boue sur son parquet. « Ce n'est pas une question de toi, Camille », c'était sa phrase préférée. Elle servait à tout. Quand j'avais 16 ans et qu'elle avait donné à Lucie les boucles d'oreilles en perles de ma mère, parce que de toute façon tu ne portes jamais de bijoux. Ce n'est pas une question de toi, Camille. Quand j'avais 24 ans et que mon père avait raté ma cérémonie de remise de diplôme d'infirmière parce que Lucie avait une migraine et avait besoin de sa famille autour d'elle. Ce n'est pas une question de toi, Camille. Quand grand-mère s'était cassé la hanche il y a 2 ans, c'était moi qui la conduisais en kinésithérapie avant mes gardes de 12 heures. C'était moi qui préparais son pilulier. J'ai payé sa facture d'électricité 2 fois quand sa carte bancaire avait été bloquée après une fraude. J'ai dormi sur son canapé après l'opération parce que Sylvie disait que les hôpitaux la rendaient anxieuse et Lucie disait qu'elle ne supportait pas tout ça. Mais quand grand-mère a été assez rétablie pour recevoir un Noël, Sylvie a posté une photo de Lucie en train de verser de la sauce aux érelles dans un bol, avec comme légende « Tellement fière de ma fille qui a pris soin de Madeleine à travers tout ça ». Je n'ai pas commenté. Grand-mère l'a fait. Elle avait écrit « C'est Camille qui s'est occupée de tout ». Le commentaire avait disparu en moins d'1 heure. Alors quand Sylvie s'est avancée vers le pupitre pendant les funérailles, lissant sa robe noire et laissant les gens la regarder trembler, j'ai su que quelque chose allait arriver. Je ne savais juste pas qu'elle avait gardé sa pire mise en scène pour le cercueil. Elle a commencé doucement. Madeleine était généreuse, a-t-elle dit en touchant son collier. Parfois trop généreuse. Mon père a bougé sur sa chaise, j'ai regardé mes mains. Elle croyait en l'aide à la famille, a continué Sylvie, même quand la famille faisait des choix discutables. Lucie a baissé les yeux, sa bouche remuée comme si elle retenait un sourire. J'ai senti la chaleur monter dans ma gorge. La chapelle était pleine. Des gens de la paroisse de grand-mère, des voisins de la rue des Lilas, quelques cousins que je n'avais pas vus depuis des années, et mes collègues venus directement de l'hôpital avec leurs chaussures abîmées et leurs visages épuisés. Ils ne connaissaient pas le code de cette famille. Ils ne savaient pas que Sylvie pouvait te vider de l'intérieur avec une phrase bien polie et faire passer ça pour de la compassion. Puis elle a arrêté de faire semblant. Certaines personnes ont profité de Madeleine, a-t-elle dit, et ses yeux se sont posés sur moi. Certaines personnes ont emprunté, encore, et sont venues aujourd'hui avec l'air de petites filles dévouées. Un murmure bas a traversé la salle. Nathalie, ma collègue, s'est tournée vers moi, les sourcils froncés. Elle cherchait une explication dans mon visage. J'aurais pu me lever. J'aurais pu dire « ce n'est pas vrai ». J'aurais pu rappeler à tout le monde que le seul argent que grand-mère m'ait jamais donné,
C'était 60 € glissés dans une carte d'anniversaire, et encore, après que j'ai insisté pour qu'elle arrête les chèques. Mes grands-mères m'avaient appris quelque chose, des années avant, assise à sa table de cuisine, pendant que Sylvie claquait les placards dans la pièce d'à côté. Elle m'avait dit de ne jamais lutter avec quelqu'un qui s'est habillé pour la boue. Laisse-le se salir seul. Alors je suis restée immobile. Sylvie a pris mon silence pour une permission. Elle a payé le loyer de Camille, a-t-elle dit, la voix qui se brisait avec une précision parfaite. Elle a couvert ses dettes. Elle a donné jusqu'à n'avoir plus rien. Et maintenant, mon mari se retrouve à gérer les frais parce que Camille l'a vidé jusqu'au bout. Mon père a fermé les yeux. Pas de honte, mais d'épuisement. Comme si ma mise à mort publique était juste une contrariété de plus dans sa journée. Quelqu'un a chuchoté « Oh mon Dieu !» J'ai gardé les mains croisées sur mes genoux. Ma robe noire me semblait soudain trop serrée autour des côtes. Sur le cercueil, les lys s'inclinaient sur la cajou polie, leurs pétales blancs lourds d'eau. Et j'ai pensé à ce que grand-mère m'avait dit une fois, qu'elle voulait des tournesols pour ses funérailles, parce que la mort est déjà assez sombre sans des fleurs qui ressemblent à des rideaux d'hôpital. Sylvie a attrapé le verre d'eau sur le pupitre, bu une gorgée tremblante et regardé la salle avec l'air de quelqu'un qui vient de dire ce que tout le monde attendait d'entendre. C'est à ce moment qu'Étienne Mercier a bougé. Il se tenait près de la sortie latérale depuis le début, grand et mince dans son costume anthracite, un cartable en cuir serré contre sa poitrine. Je ne le connaissais que comme l'avocat de grand-mère. Je l'avais rencontré une seule fois, rapidement, quand je l'avais conduite à son cabinet 6 mois plus tôt, et j'avais attendu dans le couloir pendant qu'elle signait quelque chose qu'elle avait appelé juste une mise en ordre. Je n'avais pas posé de questions, j'aurais dû. Sylvie l'a remarqué trop tard. « Madame Renard ?» a-t-il dit, calmement. Elle a figé, le verre à mi-chemin. « Ce n'est ni le moment, ni l'endroit », a-t-il ajouté. Sylvie a eu un rire bref, sec, presque étouffé. « Pardon ?» Étienne n'a pas haussé la voix. Et c'est ça qui était pire. J'ai été mandatée par Madeleine pour être présent aujourd'hui si certaines déclarations étaient faites publiquement. La chapelle a changé d'atmosphère d'un coup. Même Lucie a arrêté de faire semblant de pleurer. Mon père a rouvert les yeux. Le visage de Sylvie s'est durci. C'est une affaire de famille. Non, a dit Étienne en soulevant une enveloppe. C'est devenu une affaire successorale dès l'instant où vous avez accusé Camille de détourner l'argent de Madeleine. Mon pouls, qui cognait dans mes tempes depuis des minutes, s'est brusquement ralenti. Parce que je reconnaissais cette enveloppe. Pas ce qu'il y avait dedans, mais l'écriture dessus. L'écriture de grand-mère, penchée et ferme. Celle des listes de courses, des cartes d'anniversaire et des lettres indignées à l'opérateur téléphonique. Pour Camille, s'il mente, Sylvie a vu les mots, elle aussi. Une seconde, toute la douleur a quitté son visage. Ce qui l'a remplacé, c'était de la peur. Pas de la tristesse, pas de la confusion, de la peur. Étienne s'est tourné vers la salle et a dit que Madeleine avait anticipé cela. Un son est venu de mon père, quelque chose entre une toux et mon prénom. Camille, a-t-il dit doucement. Un avertissement. Ce même avertissement qui m'avait suivi toute ma vie. Ne complique pas les choses, ne mets pas Sylvie dans l'embarras, ne bouleverse pas Lucie. Ne dis pas la vérité si la vérité rend le dîner inconfortable. Cette femme était morte, et d'une façon ou d'une autre, elle restait la seule personne dans cette pièce qui se tenait à mes côtés. Étienne a levé la deuxième enveloppe. Celle-ci, a-t-il dit, ne devait être ouverte que si la première ne suffisait pas. Sylvie s'est éloignée du pupitre. Le micro a capté son murmure. « Bernard, arrête-le. » Et pour la première fois en 34 ans, mon père ne savait plus quelle femme dans la salle il était censé protéger. Il s'est à moitié levé, puis s'est rassis, comme si ses genoux avaient changé d'avis. « Étienne, a-t-il dit, cherchant l'autorité et trouvant la supplication. Sûrement, ça peut attendre après la cérémonie. » L'avocat l'a regardé avec la patience plate d'un homme qui facturait à l'heure depuis assez longtemps pour reconnaître le désespoir quand il l'entendait. « Madeleine était très précise, a-t-il répondu. Si Camille était accusée publiquement, la rectification devait l'être aussi. Sylvie a agrippé le pupitre. Une rectification ? Cette fille lui a volé de l'argent. Tout le monde le sait. Non, a dit Étienne. Vous l'avez allégué. Ce n'est pas la même chose. Mon visage brûlait pendant que chaque tête dans la chapelle pivotait entre nous comme des spectateurs à un match de tennis. Je voulais disparaître. Je voulais que Madeleine se redresse et dise à tout le monde d'arrêter ses sottises, puis se plaigne d'Élise. À la place,
Étienne a ouvert la première enveloppe. Le bruit du papier qu'on déchire semblait impossible à supporter dans ce silence. Il en a sorti 2 pages et une feuille pliée. Puis il m'a regardée, et son expression s'est adoucie d'un demi-degré. « Camille, a-t-il dit, Madeleine a demandé que je lise ceci à voix haute, uniquement avec votre consentement. Tous mes instincts criaient non. Ne crée pas de scène. Ne donne pas à Sylvie plus de munitions. Ne laisse pas des inconnus entendre des choses privées. » Puis j'ai regardé mon père. Il fixait la moquette. Pas moi. Pas la femme qui venait de diffamer sa fille devant un cercueil. Et quelque chose en moi, une vieille loyauté usée jusqu'à la corde, a finalement cessé de le supplier de me choisir. « Oui », j'ai dit. Ma voix était petite, mais elle a porté. Étienne a déplié la lettre. La lettre a commencé ainsi, et la voix d'Étienne était parfaitement neutre, presque clinique. À quiconque entend ceci, il a lu, cela signifie que Sylvie a fait ce qu'elle fait toujours, et que Bernard a fait ce qu'il fait toujours lui aussi. Un frémissement a parcouru la salle. La bouche de Sylvie s'est ouverte. Étienne a continué avant qu'elle puisse placer un mot. « Je suis morte, donc je n'ai plus à prétendre que la paix et la bonté sont la même chose. J'aimais mon fils, je ne respectais pas sa lâcheté. J'ai toléré sa 2e femme pour lui, je ne lui faisais pas confiance. Et j'ai regardé pendant des années ma petite fille Camille être accusée de besoins qu'elle n'a jamais eus et de dettes qu'elle n'a jamais contractées. Ma gorge s'est serrée. La voix de grand-mère était là, pas en son, mais en forme, directe, sans sucre. La sienne. Camille ne m'a jamais épuisée. Camille ne m'a emprunté qu'une seule fois, il y a 12 ans, pour une réparation de voiture, et elle a tout remboursé en moins de 3 mois, malgré mes refus. Depuis, Camille a décliné mon aide financière plus souvent qu'une personne raisonnable ne devrait le faire. Quelqu'un derrière moi a laissé échapper un petit rire. Nathalie a posé sa main sur mon épaule. Étienne a soulevé la feuille imprimée. 6 juin se trouvent des relevés bancaires, des chèques annulés et des copies de virements électroniques sur les 5 dernières années. Il ne montre pas des paiements de Madeleine à Camille, mais des paiements de Camille aux fournisseurs d'énergie, à la pharmacie et au service d'aide à domicile de Madeleine pour un total de 17 482 €. La chapelle a frémi, pas fort, pas grossièrement, mais de ce bruissement choqué que font les gens quand un rideau est tiré et que la pièce derrière est plus laide qu'on ne l'imaginait. Sylvie est devenue cramoisie. Ça ne prouve rien. Les personnes âgées s'embrouillent. Camille aurait pu forcer. Étienne a dit son prénom. Un seul mot, posé là comme un avertissement. Elle s'est tue. Si Sylvie prétend que Camille a dépensé mon argent, demandez-lui de parler de la carte de crédit commune qu'elle a convaincu Bernard d'ajouter à mon compte en 2021. Demandez-lui pourquoi des achats chez Maison du Monde, à la boutique de Marié Blanc, Ivoire et dans un hôtel à Cannes ont été catégorisés comme frais médicaux dans le tableau qu'elle m'a envoyé. Lucie a inspiré si brusquement que ça ressemblait à un hoquet. Mon père a relevé la tête d'un coup. « Sylvie ?» a répété Étienne, les yeux levés une fraction de seconde. Elle n'a pas répondu. Il a continué. Demandez à Bernard pourquoi, quand je lui ai signalé ses dépenses, il m'a dit que je lisais mal les relevés et m'a suggéré de laisser Sylvie gérer mon courrier. Demandez-lui pourquoi il a préféré me croire sénile plutôt que d'admettre ce que sa femme faisait. Le visage de mon père s'est défait par étapes. D'abord la colère, parce que la colère, c'est plus simple. Ensuite la confusion. Et puis quelque chose de pire, cette reconnaissance lente de quelqu'un qui comprend que son silence ne l'a pas rendu innocent. Je regardais ça se passer. Je n'ai pas ressenti ce que j'attendais, juste une fatigue immense. Sylvie s'est éloignée du pupitre. Elle a dit que c'était obscène, lire des accusations lors d'un enterrement, que Madeleine n'aurait jamais. Madeleine a signé cette déclaration dans mon cabinet, a dit Étienne, en ma présence, devant 2 témoins et un notaire. Lucie s'est levée d'un bond. Elle a dit à sa mère de s'asseoir. Sylvie a pivoté vers elle. Lucie a répété le mot entre ses dents. S'asseoir. Et là, pour la première fois, j'ai vu de la peur sur son visage, à elle aussi. Pas pour ma grand-mère, pas pour moi, pour elle-même. Étienne a repris sa lecture. Ma dernière instruction est simple. Camille, si tu entends ce mot, je suis désolée de n'avoir pas pu les réparer de mon vivant. J'ai essayé, avec l'amour, avec la patience, avec l'argent. Les 3 ont été gaspillés sur des gens décidés à confondre la gentillesse avec la faiblesse. Mes yeux se sont remplis, et cette fois, je n'ai rien retenu. Je te laisse la seule chose que j'espère tu accepteras, la vérité attestée. Étienne a posé la lettre. Plusieurs secondes,
Personne n'a parlé. Puis, tante Françoise s'est levée du 3e rang. Elle avait été silencieuse toute la matinée, une femme mince, aux cheveux blancs, avec ce visage qui faisait avouer les enfants. Elle a regardé mon père. « Bernard, a-t-elle dit, c'est pour ça que maman a changé les serrures l'année dernière ?» Mon père l'a fixé. « Quoi ?» Les yeux de tante Françoise se sont déplacés vers Sylvie. Elle m'a appelée en pleurant. Elle disait que des choses disparaissaient, des bijoux, du liquide dans la boîte de secours. Son chéquier. Et puis soudain, Sylvie racontait à tout le monde que Camille était instable et qu'il ne fallait pas la croire. « C'est un mensonge », a lancé Sylvie. Mais sa voix avait perdu toute sa mise en scène. Trop rapide soudain, trop vrai. Mon père s'est levé lentement. « Sylvie », a-t-il dit, « de quelle carte bancaire tu parles ?» Elle s'est tournée vers lui. « Pas ici. De quelle carte ?» Ta mère était confuse. Ta mère répétait ce que Camille lui avait mis dans la tête. Le vieux piège s'est ouvert sous mes pieds. Je le connaissais par cœur, ce chemin. Me faire passer pour la manipulatrice, brouiller les esprits, faire monter la tension jusqu'à ce que la vérité devienne trop lourde à porter pour tout le monde. Mais Étienne n'avait pas fini. Il a glissé la première lettre dans le dossier et a soulevé la 2e enveloppe. Sylvie s'est figée. « Ne fais pas ça », a-t-elle dit. C'était la première chose sincère qu'elle avait prononcée de la journée. Étienne s'est retourné vers moi. « Camille », il a dit. Madeleine avait laissé instruction que cette seconde enveloppe ne soit ouverte que si Sylvie niait le contenu de la première ou t'accusait de l'avoir manipulée. Mon cœur a cogné fort. Une fois. Puis encore. J'ai regardé le cercueil, les lisses ridicules, la photo de grand-mère qui souriait. « Qu'est-ce qu'il y a dedans ?» j'ai murmuré. La mâchoire d'Étienne s'est serrée. « Une copie du testament modifié de Madeleine », a-t-il répondu, « et une explication écrite pour justifier le retrait de ton père en tant qu'exécuteur testamentaire. » Mon père a eu l'air de recevoir un coup. J'avais été quoi ? Sylvie a attrapé son sac dans le premier rang. Lucie lui a saisi le poignet. « Maman, lâche !» Mais Étienne avait déjà brisé le seau, et quand il a déplié les feuilles, Sylvie a cessé de vouloir partir parce qu'elle savait exactement ce que ma grand-mère avait découvert. Étienne n'a pas lu le testament en premier, il a lu l'explication. Mon précédent testament désignait mon fils Bernard Renard comme exécuteur testamentaire, a-t-il commencé. Je révoque cette désignation. Cette décision n'a pas été prise dans la colère, même si la colère aurait été légitime. Elle a été prise parce que Bernard a montré qu'il ne sait pas distinguer la loyauté de la capitulation. Mon père a agrippé le dossier du banc devant lui. Je l'avais déjà vu blessé, d'habitude quand quelqu'un lui demandait des comptes. Mais là, c'était différent. Les mots de grand-mère n'étaient pas criés, ils étaient pesés. Il n'y avait nulle part où se cacher dans le poids de ces mots. Étienne a tourné la page et a continué. En mars de l'année dernière, j'ai constaté des mouvements irréguliers sur un compte auquel j'avais autorisé Bernard à accéder en cas d'urgence. Quand je l'ai interrogé, il n'a pas cherché à comprendre, il a défendu Sylvie. Quand je lui ai montré les relevés, il m'a demandé si Camille m'avait causé du souci. Tante Françoise a laissé échapper un son de dégoût. Sylvie a répliqué sèchement que Françoise n'avait pas à se mêler de ça. Le rire de Françoise était glacial. Elle a dit qu'on était bien au-delà de tout ça. Étienne a levé la feuille suivante. Parce que je craignais que mes volontés soient contestées, j'ai demandé un audit financier. Ce courrier contient un résumé. Le rapport complet est entre les mains de mon notaire. Françoise a dit, la voix tendue, que leur mère avait porté le même manteau d'hiver pendant 15 ans parce qu'elle trouvait le gaspillage indigne. Elle a ajouté qu'on n'allait pas laisser passer ça. Sylvie l'a ignoré et s'est tournée vers mon père. « Bernard, tu sais comment était Madeleine. Elle oubliait, elle acceptait, puis elle oubliait. » Étienne a posé le résumé et a regardé Sylvie directement. Madeleine a subi une évaluation cognitive à sa propre demande. Le rapport indique qu'elle était pleinement compétente au moment où elle a modifié son testament et au moment où elle a consigné ses inquiétudes. Les lèvres de Sylvie se sont serrées au point de blanchir. J'avais arrêté de pleurer. Pas parce que je n'étais plus blessée, mais parce que le choc avait asséché quelque chose en moi. Je repensais à tous ces après-midi où grand-mère semblait absente, fatiguée, ailleurs. Je croyais que c'était l'âge, je croyais qu'elle était seule. Mais elle construisait quelque chose, pas seule, non. Avec Étienne, avec des relevés bancaires, avec son écriture appliquée, et peut-être, à sa façon, avec moi. Parce que chaque fois que je lui disais qu'elle n'avait rien à leur donner, elle écoutait vraiment. Étienne a tourné encore une page. Concernant ma succession, a-t-il lu, ma maison rue des Lilas, mes économies, mes comptes de placement et mes biens personnels seront répartis comme suit. La pièce a retenu son souffle.
Mon père fixait Étienne, le regard soudain suppliant. « Ce n'est pas approprié, a-t-il dit. Étienne n'a pas hésité une seconde. À mon fils Bernard, a-t-il lu, je lègue 1 € et mon pardon écrit, s'il trouve un jour le courage de le mériter. Un son est sorti de la gorge de mon père, un son que je n'avais jamais entendu. Petit, presque enfantin. Pendant une fraction de seconde, j'ai failli avoir pitié de lui. Puis je me suis souvenu de chaque fois où il m'avait regardé disparaître et avait appelé ça la paix. À Sylvie Renard, a continué Étienne, je ne lègue rien. Elle a déjà pris bien plus que ce que j'avais jamais voulu donner. Sylvie a fait un pas en avant. Espèce de petit. Étienne a fermé la page d'un doigt, sans même lever les yeux. Je vous conseille de vous arrêter là. Elle a soufflé de rire. Sinon quoi ? Sinon la famille entendra la section concernant le dépôt de plainte au civil et la possibilité de poursuite pénale. Le mot a atterri comme un verdict. Pénal. Lucie a plaqué sa main sur sa bouche. Mon père a regardé Sylvie comme s'il voyait un inconnu porter le visage de sa femme. « Qu'est-ce que tu as fait ?» il a demandé. Elle a ri, mais le rire s'est fissuré au milieu. « J'ai maintenu cette famille à flot. J'ai empêché ta mère de tout dilapider pour Camille, pour les dons à la paroisse, pour des chats errants. J'ai fait ce que tu étais trop lâche pour faire. Voilà, pas de la confusion, pas du chagrin, de l'arrogance pure. La pièce entière l'a entendu. Elle s'en est rendue compte trop tard. Je voulais dire, elle a commencé. Non, a dit tante Françoise. Tu le pensais vraiment. Étienne a repris sa lecture. À ma petite fille Camille, je lègue ma maison, l'intégralité de mes avoirs liquides restants, les boucles d'oreilles en perles de ma mère si elles peuvent être retrouvées, ainsi que tous les objets personnels référencés dans l'inventaire préparé par mon notaire. L'air a quitté mes poumons. La maison. La petite maison verte de Madeleine rue des Lilas, avec la boîte aux lettres de travers et le romarin près de l'entrée. La maison où j'avais appris à faire la pâte brisée. Celle où j'avais couru me réfugier après l'enterrement de ma mère, quand je ne pouvais plus respirer nulle part ailleurs. La maison que Sylvie avait déjà dit à tout le monde qu'elle allait moderniser avant de vendre. Sylvie a émis un son étranglé. Non, absolument pas. Bernard, dis quelque chose. Mon père m'a rien dit. Il me regardait. Et la pire partie, c'est qu'une partie de moi voulait encore qu'il ait l'air fier, ou désolé, ou simplement père. Il avait l'air trahi. Pas honteux, pas désolé, trahi. Comme si j'avais personnellement comploté pour que sa mère lui retire sa confiance. Il a murmuré mon prénom en me regardant. « Est-ce que tu savais ?» Non. Le mot est sorti facilement parce qu'il était vrai. Il a tressailli quand même. Lucie s'est relevée, tremblante. Elle a dit, les boucles d'oreilles en perles. Tout le monde a levé les yeux vers elle. Elle a avalé sa salive. Elle a dit que grand-mère les lui avait donnés à ses fiançailles. Qu'elle avait dit qu'elles lui appartenaient. Mes doigts sont devenus insensibles. Ces boucles d'oreilles étaient celles de ma mère. Mon père les lui avait offertes pour leur 10e anniversaire de mariage. Après sa mort, Madeleine les avait gardées pour moi. Et puis elles avaient disparu. Sylvie m'avait dit que j'avais dû les égarer. J'avais 16 ans. Pendant 18 ans, je m'étais convaincue d'avoir été négligente avec la dernière belle chose qu'avait possédée ma mère. Lucie pleurait pour de vrai maintenant. Elle répétait qu'elle ne savait pas. Sylvie lui a lancé un regard glacial. Elle lui a dit d'arrêter de confesser des choses que personne ne lui demandait. Mon père s'est lentement tourné vers sa femme. Sa voix était plate. Il a dit que Sylvie lui avait affirmé que c'était moi qui les avais perdus. Sylvie a levé les yeux au ciel. Ce ne sont que des boucles d'oreilles. Non. Ma voix a surpris tout le monde, moi la première. Je me suis levée. Mes genoux tremblaient mais je me suis levée. J'ai dit qu'elles n'étaient pas que des boucles d'oreilles. Sylvie m'a regardée de haut en bas et a dit de m'asseoir, que je me couvrais de ridicule. Pour la première fois de ma vie, cette phrase n'a pas fonctionné. Je me suis avancée dans l'allée. J'ai dit non. Et j'ai ajouté que c'était elle qui se couvrait de ridicule. Le silence s'est étendu comme une nappe froide. J'ai regardé mon père. Je lui ai dit qu'il l'avait laissé faire. Il a reculé comme si je l'avais giflé. Peut-être que oui. Étienne a replié le testament et l'a glissé dans l'enveloppe. Il a dit qu'il restait des choses à aborder, mais pas ici. Il a aussi mentionné que Madeleine avait laissé un témoignage vidéo à visionner par les bénéficiaires et les membres de la famille après la cérémonie. Le visage de Sylvie s'est vidé de toute couleur. Une vidéo ? Grand-mère avait su que les mots sur papier ne suffiraient peut-être pas. Elle avait laissé sa voix. Dehors, le tonnerre a roulé sourdement au-dessus du toit. Nous sommes rentrés dans la salle et le portrait de grand-mère souriait depuis son cadre, à côté du cercueil, entouré de fleurs qu'elle aurait détestées. Elle qui aimait les choses simples.
Et pourtant, elle avait refusé d'emporter ses secrets avec elle. Mon père a murmuré les 2 mots, témoignage vidéo. Et Sylvie a foncé vers la sortie. Elle a eu le temps de faire 3 pas. Tante Françoise a bloqué l'allée comme une porte blindée. Pour quelqu'un qui porte des chaussures orthopédiques, ma tante peut être redoutablement rapide. Sylvie a soufflé qu'elle n'avait pas à supporter ça, qu'on l'attaquait, qu'on la harcelait, que j'étais la petite chouchoute avide de tout accaparer. J'ai attendu que ça fasse mal. Ça n'a pas fait mal. Il y a un moment où on vous appelle Cupide tellement souvent, alors que c'est vous qui payez les factures des autres en silence, que l'insulte ne touche plus rien du tout. Étienne a fermé son dossier et a précisé que Sylvie était libre de partir, mais que son départ ne changerait rien au déroulement de la succession. Sylvie a regardé par-dessus l'épaule de tante Françoise. Elle a dit Bernard. Un seul mot, un ordre déguisé en supplication. Pendant 30 ans, ça avait marché sur lui. Plus longtemps que j'avais été en vie, probablement. Mon père s'est levé lentement. Les épaules de Sylvie se sont relâchées. Puis il a demandé « Où sont les boucles d'oreilles ?» La chapelle est devenue complètement silencieuse. Sylvie a cligné des yeux. Mon père a répété « Les boucles d'oreilles en perles de ma première femme ». Sa voix tremblait, mais il ne s'est pas arrêté. C'est Lucie qui a répondu, la voix brisée. « Je les ai ». Sylvie s'est retournée vers elle. Lucie a dit non, clairement, fermement. Elle a dit qu'elle n'allait pas se retrouver impliquée dans une affaire criminelle parce que sa mère ne pouvait pas s'arrêter de mentir. Sylvie a commencé. Ingrate. Lucie a crié que sa mère lui avait dit que grand-mère les lui avait offertes. Qu'elle lui avait dit que Camille ne voulait rien de sa mère parce que ça lui faisait trop mal. Un rire m'a échappé. Pas parce que c'était drôle, parce que c'était monstrueux. Sylvie n'avait pas seulement volé les boucles d'oreilles. Elle avait réécrit mon deuil pour se justifier. Mon père m'a regardé à ce moment-là. Vraiment regardé. Et ce qu'il a lu sur mon visage l'a fait se décomposer. Il a murmuré mon prénom. J'ai secoué la tête une seule fois. Pas maintenant. Peut-être jamais. Étienne s'est levé de son banc et a pris la parole d'une voix posée, celle qu'on utilise quand on veut que les gens obéissent sans qu'ils s'en rendent compte. Il a proposé de clore la cérémonie en privé et a indiqué que les personnes mentionnées dans les documents successoraux étaient attendues dans la salle attenante 20 minutes plus tard. Puis, sans hausser le ton, il a précisé que si Sylvie quittait les lieux, il noterait son refus de participer. Sylvie a croisé les bras. Elle a dit qu'elle ne craignait pas les notes. Étienne a répondu que non, mais qu'elle ferait bien de se préoccuper des preuves. Ce mot l'a cloué sur place. Je l'ai vu dans ses yeux. Ce petit mouvement presque imperceptible, comme si quelque chose venait de se refermer autour d'elle. Le directeur des pompes funèbres, blanc comme un linge et visiblement en sueur, s'est approché du pupitre avec la prudence de quelqu'un qui s'avance vers un animal imprévisible. Il a suggéré qu'on passe à la prière finale. Personne n'a protesté. On s'est rassis. Et la cérémonie a continué. Absurdement, normalement, elle a continué. Le prêtre qui avait connu grand-mère depuis 22 ans s'est avancé et a regardé la salle avec cette fatigue douce qu'ont les gens qui ont beaucoup vu. Il n'a pas fait semblant. Il n'a pas utilisé le mot pardon, comme on s'en sert parfois pour faire taire ceux qui souffrent. Il a juste dit que Madeleine aimait la vérité et qu'il allait prier pour qu'on ait le courage de vivre avec elle. J'ai pleuré. Pas fort, pas bien, pas joliment. Juste assez pour que Nathalie se glisse contre moi, passe un bras autour de mes épaules et reste là sans rien dire jusqu'à ce que les porteurs arrivent. Quand ils ont fait rouler le cercueil dans l'allée, les lys posés dessus ont frémi. J'aurais voulu les arracher et les remplacer par des tournesols. J'aurais voulu lui dire qu'elle avait gagné. J'aurais voulu lui demander pourquoi elle ne m'avait rien dit, mais je savais pourquoi. Parce que j'aurais essayé de l'en empêcher. Parce qu'on m'avait appris à encaisser sans bruit. Grand-mère, elle, n'avait jamais vraiment appris ça. 20 minutes plus tard, la salle de réception sentait le café froid, les imperméables mouillés et quelque chose qui ressemblait à de la panique retenue. Étienne avait posé un ordinateur portable à l'extrémité d'une longue table. Il y avait moi, mon père, Sylvie, Lucie, tante Françoise et une jeune avocate du cabinet d'Étienne qui s'est présentée sous le nom d'Inès en précisant qu'elle était là en qualité de témoin. Sylvie s'était installée loin de tout le monde, sac sur les genoux, mâchoire serrée. Lucie ne la regardait pas. Mon père avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans en une nuit. Étienne a branché l'ordinateur portable sur une petite enceinte, puis il a pris la parole avant de lancer quoi que ce soit. Il a dit que l'enregistrement datait de 8 mois, que grand-mère avait été évaluée pour ses capacités cognitives la même semaine et que le fichier original était horodaté et conservé au cabinet. Sylvie a murmuré que c'était un peu théâtral tout ça. Étienne n'a pas répondu. Il a appuyé sur lecture.
Grand-mère est apparue à l'écran, dans sa cuisine. Mon souffle s'est bloqué quelque part entre ma gorge et ma poitrine. Elle portait le gilet jaune, celui que je lui avais vu des centaines de fois. Ses cheveux étaient mal épinglés d'un côté, comme toujours quand elle se coiffait vite. Derrière elle, la boîte à biscuits en forme de coque que j'ai toujours détestée et la tasse bleue du thé du matin. Elle s'est penchée vers la caméra et elle a dit « Bonjour les fauteurs de troubles ». Tante Françoise a mis la main devant sa bouche, un rire cassé a traversé la table. Même Étienne a esquissé quelque chose. Puis, le visage de grand-mère a changé. Elle a dit qu'elle allait commencer par l'argent parce qu'elle savait que certains s'y intéressaient plus qu'à son âme immortelle. Sylvie a regardé le mur. « Je sais ce qu'on m'a pris », a dit grand-mère. « Je sais qui l'a pris. Je sais qui a fermé les yeux. Et je sais qui a été accusé parce que c'était la plus facile à accuser. » Son regard s'est adouci. « Camille, ma chérie, je suis désolée. Je voyais plus que je ne disais. Et j'ai dit plus que tu ne le savais. Tu as passé trop d'années à essayer d'être assez discrète pour mériter d'être aimée. Ce n'était pas ton rôle. » Mes mains tremblaient sous la table. Grand-mère a baissé les yeux sur une feuille, puis elle a relevé la tête. « Bernard, tu es mon fils et je t'aime. Mais l'amour n'est pas un bandeau sur les yeux. Tu as laissé ta femme faire de ta fille une étrangère. Tu as laissé Camille être punie pour avoir dit la vérité, et tu as récompensé Lucie pour avoir crié le plus fort. Ça a blessé les 3 filles, que tu le reconnaisses ou non. » Lucie pleurait en silence. Sylvie ne bougeait pas. « Françoise, » a continué grand-mère, « arrête de dire « je te l'avais bien dit » à voix haute. Je t'entends depuis le paradis. » Tante Françoise a chuchoté qu'elle ne faisait pas ça. Le coin de la bouche de grand-mère a frémi. La maison revient à Camille. Pas parce qu'elle est ma préférée, même si elle est objectivement moins pénible que vous tous, mais parce qu'elle a traité cette maison comme un foyer, pas comme un placement. Elle a réparé la rambarde de ma véranda. Elle a étiqueté mes médicaments. Elle s'est assise à côté de moi quand mes mains me faisaient trop mal pour boutonner mon gilet. J'ai serré mon poing contre ma bouche. J'ai laissé toute la documentation à Étienne. Si quiconque conteste ce testament pour cause d'influence indue, je lui demande de publier le rapport financier complet et les enregistrements audio de mes conversations avec Sylvie concernant les remboursements. La tête de Sylvie a pivoté vers l'écran d'un seul coup. Des enregistrements audio. Grand-mère a levé un doigt. « Oui, Sylvie ? Je t'avais dit que j'écrivais les choses. Tu as ri. C'était une erreur. » Lucie a murmuré à sa mère de lui expliquer de quels enregistrements il s'agissait. Sylvie s'est levée d'un bond en disant que c'était illégal. Inès a pris la parole pour la première fois, d'une voix parfaitement posée, pour rappeler qu'en France, l'enregistrement par l'une des parties à une conversation est légalement admissible. Sylvie s'est rassise. Grand-mère a continué, aussi calme qu'un dimanche matin. Elle avait proposé à Sylvie de rendre ce qu'elle avait pris, sans esclandre. Sylvie avait refusé. Elle avait proposé à Bernard d'examiner les preuves. Il avait refusé. Alors maintenant, elle offrait un choix à Camille. La pièce a flotté autour de moi. « Camille, » a dit grand-mère, « tu peux engager une procédure de remboursement à la succession ou tu peux laisser tomber. Étienne te conseillera. Je ne veux pas que la vengeance devienne ton héritage. Mais je ne veux pas non plus que des gens qui confondent les conséquences avec la cruauté te forcent à pardonner. » La vidéo a marqué une pause. Grand-mère attrapait sa tasse de thé. Puis, elle a regardé droit dans l'objectif. « Encore une chose, le coffre-fort à la banque. » Mon père a froncé les sourcils. Sylvie est devenue blanche. Grand-mère a dit que la clé n'était pas perdue, que Camille savait où elle se trouvait, même si elle ne savait pas encore qu'elle le savait. J'ai fixé l'écran, je ne comprenais pas. Grand-mère a souri. « Merci, mes tournesols, mon cœur. » Et la vidéo s'est arrêtée. Pendant un moment, personne n'a parlé. Puis, Sylvie a dit, trop vite, qu'elle divaguait. Étienne a fermé l'ordinateur. Il a dit qu'elle ne divaguait pas. Mon père m'a regardé. Et là, Étienne m'a regardé et a demandé ce que ça voulait dire. Je savais. Pas tout de suite, pas dans la seconde. D'abord, j'ai juste vu grand-mère dans sa cuisine, vivante et têtue, et disparue. Et puis le souvenir est remonté. L'été de mes 9 ans, après la mort de ma mère. Grand-mère avait planté des tournesols le long de la clôture du fond parce que je lui avais dit que le jardin avait l'air triste. Chaque année après ça, elle gardait des graines dans une boîte jaune sur l'étagère du cellier. Sur le couvercle, en marqueur noir, elle avait écrit « Le trésor de Camille ». J'avais toujours cru que c'était juste des graines. Je me suis levée si vite que ma chaise a raclé le sol.
Sylvie s'est levée aussi. Étienne s'est placé entre nous. Il lui a dit de se rasseoir. Elle a répondu qu'elle était de la famille. Il a répondu qu'elle ne mettrait pas les pieds dans la maison de Madeleine sans autorisation. Son masque a fini par craquer. Elle a dit que cette maison aurait dû revenir à Bernard. Non, j'ai dit. Elle aurait dû appartenir à grand-mère tant qu'elle était en vie. Mais vous l'aviez traitée comme une prisonnière chez elle. Lucie a tressailli. Mon père a enfoui son visage dans ses mains. Étienne m'a conduite rue des Lilas. Inès suivait derrière. Tante Françoise avait insisté pour venir parce que, selon ses propres mots, quelqu'un doit faire les regards qui tuent professionnellement. Mon père a demandé s'il pouvait venir aussi. J'ai failli dire non. Et puis je l'ai regardé, dans le couloir de la pompe funèbre, plus petit que je ne l'avais jamais vu, et j'ai compris quelque chose de douloureux. Je n'avais pas besoin de le punir. Il vivait déjà avec ce qu'il avait choisi. « Tu peux venir », j'ai dit, « mais tu ne parles pas à ma place. » Il a hoché la tête. La maison de grand-mère sentait pareil quand on a ouvert la porte. Savon au citron, vieux bois, et le léger parfum du romarin du porche. Le silence à l'intérieur pesait plus lourd qu'à la pompe funèbre. C'est là que vivait son absence. Je suis allée directement au cellier. La boîte jaune était sur la 2e étagère, derrière la farine, exactement là où elle avait toujours été. Mes mains tremblaient quand je l'ai prise. À l'intérieur, des graines de tournesol enveloppées dans du papier de soie et en dessous, collée au fond, une petite clé en laiton. Tante Françoise a murmuré « Oh, maman !» Étienne a tout photographié avant d'y toucher. Le lendemain matin, on s'est rendu à la banque. Le coffre-fort à la banque contenait les boucles d'oreilles en perles de ma mère, un dossier de documents originaux, une petite pile de livrets d'épargne que grand-mère avait ouvert à mon nom dès ma naissance et un dernier mot. « Camille, si tu as trouvé ça, c'est que tu écoutes mieux qu'eux ne l'ont jamais fait. Les perles n'ont jamais été perdues, c'est Sylvie qui les a prises. Lucie ne le savait peut-être pas. Décide avec ton cœur, pas avec ta blessure. Les livrets sont à toi. Je les ai mis de côté parce que ta mère voulait que tu aies un départ que personne ne pourrait te voler. Pour le reste, fais ce qui te permet de dormir. Je t'aime, grand-mère. » J'ai tenu les boucles d'oreilles dans ma paume et j'ai craqué. Pas à cause de leur valeur, des perles simples, réchauffées par ma peau en quelques secondes. J'ai pleuré parce que la fille de 16 ans que j'étais avait porté une honte qui ne lui appartenait pas. J'ai pleuré parce que ma mère n'avait pas été effacée. Grand-mère avait protégé ce qu'elle pouvait, jusqu'à ce que je sois assez forte pour le recevoir. Dans les semaines qui ont suivi, tout s'est défait exactement comme grand-mère savait que ça arriverait. Sylvie a engagé un avocat, puis l'a perdu, après qu'Étienne a publié des extraits du rapport financier. Elle a prétendu que grand-mère lui avait fait des promesses verbalement. Étienne a sorti les enregistrements. Sa voix, sèche et impatiente, a rempli la salle de réunion. « Madeleine, personne ne te vole rien. Tu vieillis et tu deviens paranoïaque. » Puis la voix de grand-mère, calme et posée. « Je l'ai reçu, Sylvie. La succession a engagé une procédure civile. » Sylvie a conclu un accord avant le tribunal. Une partie de l'argent venait de bijoux revendus, une autre du refinancement de la maison qu'elle partageait avec mon père. Lucie a rapporté les boucles d'oreilles elle-même. Elle est venue chez moi un soir de pluie, le mascara effacé, les mains tremblantes. « Je suis désolée », a-t-elle dit. « J'aurais dû poser plus de questions. Je voulais la détester. Je ne pouvais pas la détester. » Je connaissais trop bien ce sentiment, vouloir croire à la version la plus douce des choses. J'ai pris le velours de la boîte entre mes doigts et j'ai dit ce que j'avais besoin de dire. « Je te crois sur les boucles d'oreilles. Mais tu savais qu'on m'accusait de choses que je n'avais pas faites. » Elle a regardé ses mains. « Et ça, » j'ai ajouté doucement, « tu vas devoir vivre avec. » Mon père a appelé chaque jour pendant 2 semaines. Je n'ai pas décroché. Puis une lettre est arrivée. Pas un SMS, pas une excuse glissée entre 2 banalités. Une vraie lettre, écrite à la main. Il disait qu'il avait confondu le silence avec la paix, qu'il avait laissé Sylvie gérer la vérité parce que c'était plus simple que de risquer son mariage. Il disait qu'il savait que « désolé » était un mot trop petit. Il avait raison, beaucoup trop petit. Mais c'était la première fois qu'il disait quelque chose de vrai. Il est venu une fois réparer la marche du Porsche. Quand il a commencé, j'aurais dû, je l'ai arrêté. « Répare juste la marche », j'ai dit. Alors il l'a fait. Parfois, c'est tout ce qu'un début peut être. Au printemps suivant, les tournesols dépassaient la clôture. Leur tête jaune tournée vers la lumière du matin, franche et sans honte. J'ai porté les boucles d'oreilles en perles de ma mère au travail le jour de l'anniversaire de l'enterrement de grand-mère.
Pas pour que quelqu'un les voie, parce que je pouvais enfin le faire. Ce soir-là, je me suis assise sur le porche avec du thé dans la tasse bleue de grand-mère. La maison derrière moi était silencieuse. Le jardin bougeait dans le vent chaud. Et pour la première fois, je n'avais plus l'impression d'être une invitée dans l'histoire de ma propre famille. Je me sentais enracinée. Ce qu'elle m'a laissé, ce n'était pas de l'argent, ce n'était pas la vengeance. C'était un endroit où me tenir pendant que la vérité fleurissait. Si tu avais été là, assise à côté de ce cercueil pendant qu'on t'accusait, est-ce que tu aurais ouvert ces enveloppes, toi aussi ? Écris-moi en commentaire ce que tu aurais fait à ma place. Et si cette histoire t'a touché, partage-la avec quelqu'un qui en a besoin. Je lis tous vos messages.